Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour répondre à vos questions sur la haute sensibilité. Je suis avec Pascaline Michon, bonjour, Bonjour. et Saverio Tomasé, là, et moi-même, Christine Dess. Nous allons répondre à vos questions qu'on a posées. Enfin, vous avez demandé de poser les questions lors de la semaine de la sensibilité. On a eu plusieurs questions qui sont à peu près, qui étaient des fois un peu ressemblantes, donc on les a un petit peu regroupées. Et donc aujourd'hui, on va y répondre tous les trois. Mais avant, bien sûr, je vais laisser se présenter Pascaline et Saverio pour ceux qui peut-être ne nous connaissent pas. Alors, qui c'est qui veut se présenter en premier? Comme tu veux, moi je veux Pascaline. bien commencer. Allez, Il faut Pascaline. bien quelqu'un qui se dévoue. Moi je suis Pascaline Michon, donc je suis co-directrice de l'Observatoire. On est quatre à s'occuper de l'Observatoire et moi je m'occupe particulièrement de l'aspect communication. Donc c'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux et du site internet en fait de l'Observatoire. Et autrement, je suis aussi coach de vie. J'accompagne particulièrement les femmes hautement sensibles. Donc moi-même aussi, je suis très sensible, hautement sensible, ultra sensible, comme on veut. Et je suis également maman de trois enfants qui sont aussi très sensibles à leur niveau. Voilà. Et Et j'anime aussi un podcast sur la haute sensibilité quand même. C'est vrai que je pense pas toujours à le dire, mais c'est vrai. C'est un podcast où j'explique un petit peu ce qu'on vit en tant que grand sensible. J'essaye d'expliquer pas mal de choses, d'aborder différents sujets. Et le podcast, il s'appelle À fleur de peau, comprendre et mieux vivre sa haute sensibilité. Voilà. Et Saverio m'a fait le grand honneur de devenir le parrain, je crois, en 2021 de ce podcast. Merci. De toute façon, moi, je mettrai toutes les informations en dessous dans la description de la vidéo. Donc, vous pourrez retrouver tous les liens pour joindre le podcast, joindre le site aussi de Saverio et le mien. Alors, Saverio, pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'appelle Saverio, je suis fondateur de l'Observatoire de la sensibilité qui a été fondé il y a presque 10 ans en 2016. Je suis président de l'association puisque depuis 2 ans, nous, enfin un peu plus d'un an, cet observatoire est devenu une association. Je suis psychanalyste, docteur en psychologie. J'ai écrit un certain nombre de livres sur la haute sensibilité. Et je profite de cette présentation pour vous remercier chacune et chacun de votre participation à la Semaine de la sensibilité et pour ces questions que vous nous posez. Merci. C'était vraiment une très belle semaine en plus c'était vraiment, on a eu plusieurs questions et ça c'était chouette. Alors moi je vais aussi me présenter. Donc Christine Dess, je suis coach de vie, coach professionnel spécialisé aussi en haute sensibilité et donc j'accompagne les hautement sensibles dans l'Académie des sensibles à dévoiler leur potentiel de sensible parce que on a juste un potentiel extraordinaire si on ose un petit peu creuser et ouais, si on ose aller un peu plus loin, un peu plus loin des défis, on peut découvrir tellement de choses. Alors, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit au début, j'ai peut-être été un petit peu trop rapide. C'est vraiment des questions que vous vous posez sur votre haute sensibilité. Ce sont vos questions. Comme je vous dis, on a quand même regroupé parce qu'il y avait des fois des questions qui se ressemblaient, surtout sur l'empathie. Donc, on en a mis sur une pas faire des redits. Donc, on va essayer on va pas essayer, on va répondre à vos questions un petit peu chacun et on va tous apporter un petit peu notre touche pour vous montrer différentes idées, ouvertures. Donc, est-ce que Pascaline savait, vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est parfait, on peut commencer si tu veux. Alors, la première question, et c'est une question vraiment où il y a des mots qui sont forts et qui ont besoin sûrement d'être éclaircis. Et cette question est comment expliquer aux autres cet handicap invisible et la douleur au quotidien? Et ça, j'aimerais que Saverio, tu nous répondes à cette question qui est vraiment, il y a des petits points.
Je pense que tu vas nous éclaircir. Oui, merci Christine pour cette question qui est très importante. Ça permet déjà de resituer la haute sensibilité, l'ultrasensibilité, comme un tempérament, une nature qui concerne 30% de la population et qui n'est pas un handicap, qui n'est pas une maladie, qui n'est pas un trouble, qui n'est pas un problème, qui n'est pas une anomalie. 30% de la population, c'est énorme, c'est presque un tiers, et donc c'est simplement une différence, une sensibilité plus élevée que la moyenne, ce qui fait que parfois certaines personnes, pour des raisons qui leur sont propres, qui sont liées à leur histoire, qui sont liées à des traumatismes, qui sont liées à des harcèlements, qui sont liées à des moqueries. Je fais une parenthèse, nous avons mis en ligne une pétition pour que la moquerie et la dévalorisation de la sensibilité soient reconnues comme du harcèlement. Parce que tout ça, ça fait très mal. Ou si on vous critique à longueur de journée pendant votre enfance, votre adolescence, et même au travail ou en famille quand vous êtes adulte, en dévalorisant votre sensibilité, vous finissez par croire que c'est un problème. La sensibilité élevée en elle-même, la haute sensibilité, n'est donc ni une maladie, ni un trouble, ni un problème. C'est une spécificité, c'est une différence qui est parfois difficile à vivre. Si vous la vivez comme un handicap, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre dans votre relation avec votre sensibilité et dans votre relation avec vous sensible et les autres, qui est difficile, qui est douloureux. La douleur, elle vient de ce décalage avec les autres, de l'environnement dans lequel vous vivez. La douleur et la souffrance ne viennent jamais de la sensibilité en elle-même. Notre sensibilité, elle est comme une caisse de résonance qui fait que ce que nous ressentons quand nous sommes ultra sensibles, hautement sensibles, ce que nous le ressentons plus fort que les autres. C'est vrai. Une douleur va être ressentie plus fort que les autres, jusqu'à 40% plus fort. En tout cas, la zone de douleur dans le cerveau s'active jusqu'à 40% plus fort pour les douleurs morales ou pour les douleurs physiques. Donc c'est vrai, quand nous souffrons plus. Et quand nous avons du plaisir ou de la joie ou du bonheur, c'est plus de plaisir, plus de joie, plus de bonheur. En revanche, c'est très important de désarimer la sensibilité de la douleur et de la souffrance. Elles ne sont pas directement liées. Ce qui fait souffrir, souvent, ça vient de l'environnement ou des relations que nous vivons. Bien sûr, d'une maladie, si nous avons un corps malade, bien sûr, ça aussi, ça fait souffrir. Mais en dehors des maladies, ce sont les relations avec les autres ou les conditions dans lesquelles nous vivons qui ne sont pas suffisamment bonnes pour nous et qui répétitivement vont créer de la douleur ou de la souffrance. Faisons donc très attention à ne pas confondre notre haute sensibilité avec les sources, les origines de nos souffrances. Voilà, j'espère que cette mise au point fondamentale peut vous aider à y voir plus clair et le reste des questions va vous aider aussi à mieux vivre cette sensibilité. Et surtout aussi ce mot handicap, si on l'utilise euh, alors c'est pas se définir, mais si on dit que notre sensibilité aux autres est un handicap, on renvoie en fait ça aussi aux autres. Et ça, c'est des mots qui sont importants à ne pas utiliser. Je sais pas si tu es d'accord, Pascaline aussi. Oui, c'est aussi notre fonctionnement justement qui est différent. On a une manière particulière d'être au monde, j'ai envie de dire. Et plus on va se connaître, plus on va apprendre à comprendre aussi comment on fonctionne, plus on va être en mesure justement de répondre à nos besoins, d'aménager notre environnement pour pouvoir vivre au mieux notre sensibilité et nos relations. Et du coup, ça va être plus facile et on ne le verra plus justement comme un handicap. On l'accueillera plus facilement. C'est ça, l'accueillir. Mm. L'accueillir. Et justement, par rapport aux autres, il y avait cette deuxième question qui nous a été posée à plusieurs reprises, donc on l'a regroupée. Alors, c'est comment ne pas être impacté? Ça, je pense que beaucoup de hautement sensibles vont
pour se reconnaître dans cette question que vous vous posez peut-être. Comment ne pas être impacté par le stress ou les émotions des autres, au travail comme à la maison, et rester vraiment centré sur soi sans tout absorber, sans être en fait une éponge. Et je vais te laisser Pascaline répondre à cette question. Oui, merci. En effet, c'est vrai que en tant que grand sensible, on a vraiment cette impression d'être une éponge émotionnelle et vraiment absorber tout ce qui nous arrive dans notre environnement. Et en fait, c'est la réalité. On absorbe beaucoup d'informations, ce qui peut justement nous amener parfois à de la saturation. Et puis, au niveau des émotions, on ressent les émotions de manière plus intense aussi. En général, elles sont aussi plus variées, elles durent plus longtemps. Et puis, effectivement, on est aussi perméable aux ambiances, aux énergies et aux émotions des autres. Donc, c'est vraiment une réalité où on peut capter vraiment les émotions et les énergies des autres. Et parfois, c'est conscient, parfois, c'est pas conscient, on s'en rend pas forcément compte. Et moi, je sais que, par exemple, si je donne un exemple personnel, c'est vrai que j'avais cette tendance à absorber facilement les émotions des autres, notamment de mes proches, et j'en avais pas conscience. Et c'est en apprenant à mieux connaître justement ma sensibilité, à comprendre ce qu'était une émotion, à comprendre comment les émotions, enfin, quel impact elles avaient sur moi. Je me suis rendu compte que, par exemple, quand des fois mon mari rentrait du travail et qu'il était pas forcément dans dans un bon mood, on va dire, une bonne émotion, j'avais tendance à pouf, alors que j'étais pas forcément énervée. Si lui, il arrivait à énerver, j'allais absorber son énergie, sa colère, par exemple. Et j'allais me sentir mal, j'allais me sentir agitée, et puis je comprenais pas pourquoi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas mon émotion, c'était l'émotion de mon mari qui ramenait avec lui du travail. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai appris à prendre de la distance par rapport à ça. Et c'est justement un exercice que je donne beaucoup aux personnes que j'accompagne. C'est vraiment d'apprendre à revenir à soi, à revenir à ce qu'on vit intérieurement pour apprendre à mieux comprendre comment on vit nos émotions et comment on vit l'expérience qu'on est en train de traverser en ce moment. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de soi et prendre un temps. C'est important justement de prendre ce temps-là d'abord pour soi avant de se dire comment je fais pour me protéger des autres. C'est déjà comment moi je vis mes émotions. C'est important vraiment de revenir à soi et de prendre ce temps justement de se recentrer, comme tu disais Christine tout à l'heure, de prendre le temps de bien poser les pieds à plat sur le sol et de peut-être de fermer les yeux, de rentrer un peu à l'intérieur de soi et de se dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre là en ce moment, à cet instant précis. On peut le faire ça plusieurs fois dans la journée. Alors on peut dire, tiens, quelles sont mes pensées? Est-ce que j'ai des émotions? Quelles sont les sensations dans mon corps? Où est-ce que ça se situe? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai par exemple un peu mal au ventre? Ou est-ce que j'ai le cœur qui bat plus vite? Ou au contraire, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens calme? Euh, Vraiment faire un petit état des lieux, moi c'est ce que j'appelle ça comme ça, faire un état des lieux de comment je me sens à un instant précis. Et peu à peu, à force de faire ça, on va mieux comprendre nos émotions et comment on les vit. Et être plus à l'écoute de ce qu'on vit intérieurement. Et ça va nous aider à aussi prendre de la distance avec aussi les émotions des autres. Et puis, un exercice qu'on peut faire, que je donne aussi assez régulièrement, c'est apprendre à mettre des limites physiques. C'est souvent, une personne nous avait posé la question de la bulle, de se faire une petite bulle de protection. Donc, c'est un exercice que j'ai donné, par exemple, dans le podcast. J'ai fait un épisode justement exprès sur une petite méditation, une petite visualisation, comment faire une bulle de protection. Donc, on peut, dans un premier temps, poser ses mains comme ça. Alors là, en vidéo, on ne voit pas forcément.
Si c'est plus facile pour nous, parce que je sais qu'il y a des personnes en visualisation, c'est pas toujours évident. Déjà, dans un premier temps, faire ce geste de mettre une distance avec ses mains tout autour de soi, comme si on allait toucher une paroi qui viendrait nous protéger un petit peu comme une grande boule, une grande bulle d'énergie qui nous protège un petit peu. Et ça permet de délimiter notre espace, permet de prendre la distance. Et puis aussi, on peut en méditation, en visualisation, essayer d'imaginer que au fur et à mesure de notre respiration, on va inspirer une grande lumière et cette grande lumière, au fur et à mesure, avec notre expiration, on va la diffuser tout autour de nous et elle va venir nous protéger un petit peu des énergies des autres, des émotions des autres. Donc voilà un petit peu des exercices un peu pratiques qu'on peut mettre en place pour apprendre à mieux vivre ses émotions et aussi pas absorber les émotions des autres. Et évidemment, il ne faut pas attendre d'être complètement submergé et complètement pris dans les émotions pour faire ces exercices-là. C'est vraiment le faire très régulièrement, quotidiennement et même plusieurs fois par jour quand on est dans un état justement plutôt de calme que d'attendre d'être complètement submergé pour apprendre à faire ces exercices parce que là, ça ne va pas forcément très bien fonctionner. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose tous les deux. Moi, j'aime beaucoup cet exercice comme toi de la bulle de protection. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement, en fait. Mm. Si je sais que je vais rencontrer beaucoup de monde, ça, c'est obligé. Enfin, pour moi, c'est quelque chose, c'est une obligation de le faire. Ou si je sais que je vais rencontrer quelqu'un qui est en basse énergie ou je sais que c'est quelqu'un qui va beaucoup se plaindre, je vais me faire, moi, ma bulle pour me protéger. Parce que, Mm. voilà, c'est pas parce que on est professionnel en haute sensibilité, coach, écrivain, tout ça, que nous, ça y est, c'est Mm. nickel avec nos émotions, pas du tout. Nous-mêmes, enfin, on pratique tout ça pour, justement, pour faire notre différence entre nos émotions, les émotions des autres. Sinon, comme tout hautement sensible, on va absorber nos émotions. Ben, les émotions, pardon, absorber les émotions des autres. Saver, est-ce que tu as une technique ou pas, tu utilises aussi, toi, cette bulle de protection ou l'écoute de tes émotions? Oui, 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 merci et Pascaline, merci Christine. Tout ça, je trouve que c'est vraiment très bien et très, très utile et je le pratique. Je le mets en pratique aussi souvent que nécessaire. Ce que j'ai compris et appris avec mes patientes et mes patients, c'est que c'est très important de pouvoir, comme l'a expliqué Pascaline ou comme tu l'as expliqué Christine, de pouvoir créer cette bulle de protection autour de soi et de le pratiquer suffisamment souvent dans des moments où ça va bien pour pouvoir le mettre en pratique quand c'est beaucoup plus important et il y a beaucoup plus d'enjeux, quand c'est plus difficile. Et en même temps, j'ai appris autre chose qui me semble aussi important, c'est-à-dire que nous, les personnes ultra sensibles, nous sommes très réceptifs et très réceptives. Donc, nous absorbons ce qui se passe à l'extérieur, notamment les émotions, mais les énergies, tout, les ambiances, Mm. nous absorbons. Et cette réceptivité, elle est belle parce que elle nous rend très disponibles à l'autre, très disponibles à la nature. On est des contemplatives et des contemplatifs. Ce que nous avons besoin d'apprendre, c'est être réceptive et réceptif pour nous-mêmes. Ce que je ressens moi, oui, je le reçois, je l'accueille, mais être plus émissif à émettre un rayonnement vers les autres. Ce rayonnement peut être de la parole, ça peut être l'expression d'une émotion, ça peut être poser une limite avec un geste, donc un geste des mains, mais un pas de côté ou un pas en arrière. Physiquement, on peut se reculer. Ça peut être une pensée, simplement l'intention d'envoyer de l'énergie à quelqu'un, une énergie qui n'est pas forcément la mienne d'ailleurs, hein, pour ne pas me départir de mon énergie vitale, mais envoyer une énergie d'amour, envoyer de la lumière, envoyer de la paix, envoyer de la joie, de la gratitude, de ce qu'on veut, mais une énergie favorable. Hein, il ne s'agit pas d'envoyer des mauvaises ondes aux gens, ça se retournera contre nous, mais envoyer des bonnes ondes parce que plus on est dans le rayonnement, et puis il y a des jours où on est très en forme,
On est dans la joie, on est dans l'exubérance, même si on est un ultra-sensible ou une ultra-sensible introvertie comme moi, on peut de certains jours sentir qu'on est naturellement dans le rayonnement et ça nous protège. C'est simplement pour dire qu'en dehors de la bulle de protection, il y a aussi cette idée de ne pas être tout le temps en mode réceptivité. Soit on l'arrête, ce mode je ne reçois plus, ce qui vient de l'extérieur, soit au contraire j'émets quelque chose, je rayonne quelque chose. Ouais, ça, c'est bien, ça aussi. Effectivement, ouais, c'est aussi important d'avoir un équilibre entre réceptivité et émissivité. C'est vrai, oui, oui, parce qu'on justement dans la question, c'est toujours ce côté d'absorber, mais c'est vrai qu'on peut, ça c'est très intéressant qu'on peut tout à fait envoyer aussi, c'est d'être l'émetteur, hein, c'est ça, que je me trompe pas, c'est ça, c'est être l'émetteur de, de, de l'action, ouais. Ça c'est vraiment un bel outil aussi pour pouvoir mieux rayonner. Pour une autre question. Comment vaincre? Alors ça, c'est aussi une question que beaucoup de hautement sensibles se posent. C'est comment vaincre la peur d'être avec la bonne personne et comment vaincre cette peur d'avoir des enfants parce qu'on a cette haute sensibilité. Alors je laisse Saverio répondre à cette question. Oui, tout à l'heure, Christine, tu parlais de l'importance du choix des mots et tout le début du roman À fleur de peau insiste là-dessus, hein. J'insiste beaucoup sur le fait de choisir les mots que l'on emploie, parce que ça change notre vie, ça change nos ressentis, ça change notre perception de nous-mêmes, de notre sensibilité, des autres, de la relation. Alors c'est pas magique, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est progressivement, si je fais attention aux mots que j'emploie, ça change la donne de mon existence, avec moi-même et avec les autres. Et donc là, ce qui presque me heurte, c'est deux fois ce verbe vaincre. Parce que vaincre, c'est dans... on n'aime pas être vaincu. Nos émotions, c'est nous. Donc vaincre la peur, ce serait se vaincre soi-même. Et les personnes qui sont dans cette démarche-là, elles se font du mal. Et hier, j'animais un atelier sur la sensibilité et la consolation. Et il y a des personnes qui vraiment se font du mal parce qu'elles ne supportent pas d'avoir peur, ou elles n'acceptent pas d'être en colère, ou elles ne veulent pas être tristes, etc. Et elles se font du mal parce qu'elles voudraient être différentes au lieu d'accepter qu'en ce moment, je suis triste. Pour telle raison, je suis en colère, ou aujourd'hui, j'ai de la colère contre, ou j'ai peur de telle chose. Donc, plutôt que vaincre, qui est une action contre, qui en fait ne va faire que renforcer la peur tout en m'épuisant, ou en me donnant une mauvaise image de moi-même, en me dévalorisant, plutôt que vaincre la peur, comme l'a dit Pascaline, on va accueillir l'émotion. Je suis l'émotion que je vis. Alors bien sûr, je ne suis pas que l'émotion que je vis. Ce que je veux dire, c'est que ma sensibilité et mon émotion, ça danse ensemble. Je ne peux pas faire quelque chose contre moi. Je ne peux pas faire quelque chose contre mon émotion. Donc j'accueille ma peur d'être hautement sensible. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de ma sensibilité? Et ça, pour chacune et chacun, ça peut être différent, suivant les périodes, suivant les journées, suivant notre histoire, nos croyances, etc. C'est pour ça que dans ces cas-là, c'est bien aussi d'être accompagné en coaching ou en thérapie, parce que ça permet de démêler dans tout ça ce qui vient de mes croyances, ce qui vient de mon histoire, ce qui vient de la société, ce qui vient de moi vraiment. Et puis quand j'accueille l'émotion simplement, la peur, souvent je me rends compte qu'elle est moins grande que ce que je craignais, parce qu'il y a la peur de la peur, hein, ou la colère contre la peur, ou la peur de la colère. Enfin, les émotions se mélangent. Quand on a une émotion, ça provoque d'autres émotions parce qu'on est mal à l'aise avec telle ou telle émotion. Et si j'accueille et j'observe cette peur, elle va me dire quelque chose. Elle va me donner une information sur... J'ai plutôt peur de ma sensibilité quand je suis avec mon père, qui ne supporte pas la sensibilité, ou avec ma mère, ou pour telle ou telle raison, ou avec mon conjoint, ou avec tel collègue. Parce que c'est jamais tous les collègues en même temps, ils sont différents, nos collègues. Donc avec tel collègue, c'est difficile, ou dans telle situation, et ça va permettre de trouver les bons outils à chaque fois
pour répondre aux besoins ponctuels. Avec ma mère, comment je fais? Avec mon père, comment je peux lui parler ou ne pas lui parler et me protéger, faire ma bulle de protection, j'en sais rien. Mais je vais trouver que faire dans telle situation avec telle personne par rapport à telle peur. Parce que c'est pas une peur comme ça, c'est une mosaïque de choses parmi lesquelles il y a des peurs, mais peut-être aussi des tristesses ou des hontes ou je ne sais trop quoi, ou des mauvaises expériences dont j'ai besoin de guérir. Et en étant à l'écoute de chaque émotion, je vais pouvoir cheminer avec cette émotion. Elle va partir d'ailleurs, hein. Mais moi, je chemine dans la connaissance de moi-même, de ma sensibilité, de comment je fais concrètement pour vivre telle situation relationnelle. Et ça va être pareil pour les enfants. Alors, pour le conjoint, eh bien, on peut être en relation amoureuse avec une personne hautement sensible. Souvent, c'est mieux, c'est plus facile. On n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est que la haute sensibilité. Mais tout de même deux ultra-sensibles ensemble, ils vont avoir besoin de beaucoup s'ajuster parce qu'on ne vit jamais sa sensibilité de la même façon. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes croyances, etc. Donc même entre deux ultra-sensibles, il y a des ajustements à faire continuellement. Et puis avec une personne qui n'est pas ultra-sensible, qui n'est pas hautement sensible, eh bien on va lui apprendre petit à petit ce que c'est pour nous la haute sensibilité, comment nous on la vit et ce dont on a besoin, les limites qu'on va poser, les conditions dans lesquelles on a envie de vivre. Et avec les enfants, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai eu deux enfants, enfin j'ai deux enfants, ils sont grands maintenant. J'ai deux enfants qui sont ultra sensibles, et alors vraiment très très sensibles, hein, plus que moi, qui le suis déjà beaucoup. Eh bien, ils m'ont appris en grandissant, j'étais à leur écoute, je voyais bien qu'ils avaient des émotions très fortes, des sensations très fortes, une imagination extraordinaire, enfin toutes sortes de dons, d'intuition. Eh bien, en me mettant à leur écoute, j'ai appris à les connaître de mieux en mieux, à leur faire confiance, parce que je me suis dit, s'ils sont plus sensibles que moi, ils sont potentiellement plus intelligents que moi. Pour moi, la sensibilité et l'intelligence est complètement liée. Et puis, si je les laisse découvrir leur sensibilité, ils vont trouver leur propre façon de la vivre. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, finalement, au lieu d'avoir peur d'avoir des enfants ultra-sensibles, ils m'ont appris, grâce à leur façon à eux, enfin, à mon fils et à ma fille, grâce à leur façon de faire avec leur sensibilité, parce que quand on laisse les enfants libres, ils sont extrêmement créatifs. Donc, ils se débrouillent très bien avec la vie, ils se débrouillent très bien dans les situations. Quand ils n'ont pas envie de voir quelqu'un, ils le disent. C'est l'éducation qui fait que parfois on se force. Mais si vous laissez les enfants libres, ils vous disent non, cette personne, j'ai pas envie de la voir. Vous comprenez pourquoi? Parce que vous êtes ultra sensible, vous ne les forcez pas et tout se passe bien. Ils ont envie de faire telle activité, vous sentez que c'est en lien avec leur sensibilité, vous les laissez faire, ils sont épanouis, ils s'épanouissent. Donc, en laissant les enfants vous apprendre comment eux, ils vivent au mieux leur sensibilité, vous allez avoir des leçons de vie formidables. Et puis, bien sûr, par rapport à des difficultés relationnelles dans l'enfance et surtout l'adolescence, vous pouvez leur transmettre votre expérience. Eh bien, moi, quand j'étais dans telle situation avec tel ami ou telle copine ou copain quand j'étais amoureux, et voilà comment j'ai vécu la situation, voilà comment je m'en suis sorti. J'aurais peut-être dû faire ça ou j'aurais pu faire ça. Et en transmettant notre expérience, on leur donne aussi toutes sortes de billes, toutes sortes de possibilités pour bien vivre leur sensibilité. Donc, accueillons nos peurs, ne les entretenons pas et dépassons-les parce que de toute façon, plus nous sommes sensibles, plus nous avons de ressources sensibles pour faire face à toutes les situations de la vie. Et, et en plus, on a aussi, si on arrive à aller au-delà de cette peur, ou peut-être même de comprendre d'où elle vient, cette peur, on a aussi cette intuition eh bien, parce que pour trouver moi, j'aime pas ce terme de la bonne personne, mais on a ce côté intuitif, on sait la première vibration qu'on ressent en fait, parce que euh, comme tu disais, quand on rencontre une personne, que ce soit amicale ou amoureuse, on a ce petit, on sait que si ça s'attire ou si ça se repousse. Et des fois, après, il y a le mental qui va cacher cette intuition, mais notre intuition, elle nous dit avant. Donc, je pense que aussi s'écouter, si on se comprend bien, on peut écouter un peu plus son intuition et aller vers les bonnes personnes
je pense qu'il faut écouter aussi son intuition, surtout qu'en tant qu'hautement sensible, on a une intuition qui est super fine et je pense qu'il faut l'utiliser. Est-ce que Pascaline, tu as envie de rajouter un partage? Non, je pense que vous avez dit déjà pas mal de choses. Et effectivement, c'est toujours cette question aussi de bien se connaître soi. Et ça permet aussi d'être, quand on est en bonne relation avec soi-même, on est plus facilement en bonne relation avec les autres et plus à même de les comprendre. Donc, je pense que c'est important, bah, justement, déjà de commencer à apprendre à se connaître un petit peu mieux pour pouvoir mieux vivre cette relation et pouvoir toujours exprimer ses besoins et ses ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est important. Puis je pense que dans une relation, il y a toujours, comme tu disais, Saverio, des ajustements. Enfin, je vois moi avec mon mari, on est tous les deux des grands sensibles et effectivement, on ne vit pas les choses de la même manière. Donc, c'est toujours, enfin voilà, de la communication, c'est très important. Et puis, s'ajuster, puis voilà. Il n'y a pas de recette miracle, en fait. C'est vrai. Mm. Oui, parce que en fait, si les gens veulent des recettes miracles, on n'en a pas. C'est que Mm. chaque hautement sensible est différent et une solution va fonctionner avec une personne, mais pas forcément avec un autre hautement sensible, en fait. Donc, Mm. comme tu dis, il n'y a pas de solution miracle. Il y a plein de solutions et après, c'est trouver en fait les siennes, ces petites astuces. Pascaline, je te laisse me poser la question. Je te laisse, non, je te laisse pas, je te pose la question. Est-ce que tu penses qu'il y a des atypiques qui trouvent le bonheur en entreprise? C'est une question qu'on nous a également posée. Mm. Donc, la réponse est tout à fait oui. Euh, ce on dit depuis le début, en fait, il faut se connaître et mieux se comprendre pour pouvoir trouver ce bonheur dans une entreprise. Alors, c'est pas forcément l'entreprise en elle-même, mais c'est tout l'environnement qui va être au travail, qui va favoriser ce bien-être au travail. En ce moment, on est dans une période où tout le monde doit être entrepreneur. Je fais partie des personnes qui sont à son compte. Réo et Pascaline, je pense que toi aussi, vous Mais oui. aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous correspond bien pour les hautement sensibles parce qu'on gère justement tout cet environnement, donc l'environnement sensoriel avec qui on va travailler. Donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat pour les hautement sensibles, c'est bien. Par contre, il y a ce côté quand même stressant dans l'entrepreneuriat que certains hautement sensibles peuvent avoir du mal à gérer et préfèrent être dans ce côté de salariat parce que justement, ils n'ont pas à gérer l'entreprise en elle-même. Et oui, on peut trouver le bonheur en étant salarié hautement sensible. Par contre, voilà, il faut trouver son entreprise où on va travailler parce que je pense que c'est en train de changer. Beaucoup d'entreprises encore sont dans le côté de performance, de compétition, même un petit peu de la dureté dans les relations entre collègues. Mais je pense qu'on est dans une ère où ça change. Les entreprises changent elles-mêmes parce qu'elles ressentent ce besoin aussi d'avoir plus de collaboration entre tous, en fait. Donc, il faut trouver son entreprise, trouver une entreprise qui corresponde à notre sensibilité, qui a ses valeurs d'humanité, de bienveillance, qui va correspondre à nos propres valeurs, propres de hautement sensibles. Il faut voir aussi si le poste qu'en tant que salarié, eh bien, vous allez occuper va pas être un poste qui va être vraiment très stressant. Là, ça peut être peut-être compliqué, mais essayer de trouver un poste aussi où l'environnement de travail, par exemple, ne sera pas dans un open space, parce que ça peut être compliqué pour ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux émotions des autres. L'open space, voilà, on risque de tout absorber. Donc, ça va être des entreprises où ça peut être, alors j'ai toujours ça peut être parce que il y a des hautement sensibles qui vont trouver, qui se connaissent bien, qui vont trouver les petites astuces pour bien évacuer tout ça. Ce qui est important aussi
lorsqu'on est dans une entreprise en tant que salarié, c'est les collègues. C'est aussi de voir si eh bien, l'atmosphère relationnelle est plutôt dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la confiance, ou si c'est plutôt bah, des relations plutôt toxiques, de concurrence, de compétition, de jalousie. Bah là, pour nous, hautement sensibles, ça peut être vraiment compliqué s'il y a cette ambiance-là et on peut partir vers des épuisements. Donc, c'est important, en fait, si on est salarié et qu'on veut rester salarié hautement sensible, c'est de comprendre sa sensibilité, c'est de se connaître, de connaître notre propre fonctionnement et surtout de savoir, je pense, poser ses limites, savoir dire non. Bah, je vais pas prendre ce travail que vous me demandez parce que là, j'ai déjà beaucoup de travail. Et si vous m'en donnez encore un peu plus, bah, ça va pas le faire. Je vais après tomber dans l'épuisement. Donc ça, c'est important voilà, de savoir dire non bah, bah, voilà, ça y est, on est à sa limite de travail. Euh, je dirais aussi savoir eh bien, quelles sont nos propres valeurs, qu'est-ce qu'on veut lorsqu'on va au travail, quelles sont les valeurs qu'on veut retrouver eh bien, dans notre travail. Donc, il faut connaître ses propres valeurs et que l'entreprise où on va travailler, bah, ces valeurs, ils sont présentes. Et je rajouterai du sens. Parce que en tant qu'hautement sensible, on fait pas notre travail juste pour du salaire. Alors oui, on a besoin d'argent. On est dans une société où eh bien on, on transacte avec je sais pas si ça se dit, on achète les choses avec de l'argent, on troque pas, donc on a besoin d'argent. Mais on ne cherche pas que ça. On ne cherche pas que être valorisé dans un travail. On cherche du sens, que ça apporte, que ça nous donne du sens. Et je pense que on peut supporter beaucoup de choses si dans notre travail, il y a du sens. Donc, voilà, je dirais oui, on peut tout à fait être heureux au travail en tant que salarié. Par contre, il faut se connaître les limites et du sens, vraiment avoir du sens. Alors, est-ce que Pascaline, vous savez, vous voulez rajouter ce bonheur au travail en tant que dans une entreprise? Donc, je pense que c'était en tant que salarié. Donc là, j'ai répondu en tant que salarié. Non, moi je pense que tu as déjà dit pas mal de choses. C'est vrai que, encore une fois, c'est apprendre à bien se connaître, à comprendre quelles sont nos valeurs au niveau du travail, à quoi on a envie de contribuer, et puis effectivement, être bien dans l'entreprise, c'est important, et c'est aussi justement peut-être aller faire sa petite enquête. Si on doit chercher un travail, par exemple, est-ce que cette entreprise va correspondre à mes valeurs, à mes besoins? Est-ce que je vais être épanouie? Peut-être contacter d'autres personnes qui travaillent déjà dans l'entreprise pour savoir comment ça se passe, etc. Et voilà. Après, c'est vrai que moi, j'ai jamais travaillé vraiment en entreprise, donc je suis pas franchement une bonne référence pour tout ça, mais voilà. Je sais pas, Saverio, si tu veux ajouter autre chose. Oui, tout cela est très juste et très important. Moi, simplement, je rajouterais l'importance des relations. Euh, une relation forte au travail, ça aide, c'est motivant, ou plusieurs relations. On peut développer des amitiés au travail. Euh, Ça permet de se confier, parce que les personnes ultrasensibles, elles ont besoin d'authenticité, de profondeur. Donc, c'est bien aussi quand on va au travail de pouvoir parler d'autre chose que du travail. Bien sûr, hein, si on est dans une très bonne relation avec certains collègues, ça facilite le travail, mais on a besoin aussi, au moment des pauses, du repas de midi ou de certaines sorties, de pouvoir parler de soi et de sa vie. Et ça contribue à l'épanouissement au travail. Je crois aussi que c'est important d'avoir des sas aussi, des compressions en dehors du travail, justement, pour peut-être aussi mieux vivre, peut-être
justement, par exemple, une passion peut-être qu'on a à l'extérieur, ça nous permet aussi d'équilibrer les choses par rapport au travail. Peut-être qu'on a un travail qui ne nous plaît pas forcément, mais si on peut à côté avoir d'autres choses qui compensent, c'est aussi important d'avoir un certain équilibre dans notre vie par rapport à ça. Alors, j'ai une autre question. Alors, compte tenu de ma haute sensibilité, donc ça, c'est une question aussi, bon, elles sont toutes intéressantes, de toute façon, ces questions. Comment me libérer de mes blocages psychologiques et réussir à créer des liens sociaux? Alors, si je vais laisser Saverio répondre à cette question. Le fait d'être hautement sensible, d'être ultra sensible, ne change rien aux difficultés existentielles et au fonctionnement psychologique des personnes. Hélène Aron, la pionnière dans le domaine des recherches sur la haute sensibilité, la pionnière américaine, elle dit quelque chose qui est très important et que tous les chercheurs internationaux confirment, c'est que la haute sensibilité est dans un continuum de sensibilité. Il y a à peu près 30% de personnes qu'on appelle les pissenlits, qui sont peu sensibles, 40% de personnes qui sont moyennement sensibles, qu'on appelle les tulipes, et 30% de personnes hautement sensibles qu'on appelle les orchidées. Pourquoi orchidées? Parce que les orchidées ne peuvent fleurir que dans des conditions bien particulières, quand on prend vraiment soin d'elles. Mais ce sont des plantes. Nous sommes tous des humains sensibles. Et c'est pas parce qu'on est hautement sensible qu'on est dans une catégorie à part où on aurait des problèmes psychiques différents. Donc, nous avons cette haute sensibilité et nous avons aussi notre histoire, nos expériences, notre éducation, nos traumatismes, les relations qui ont été faciles et les relations qui ont été difficiles, etc., etc., les maladies que nous avons traversées. Et tout ça va créer ou engendrer des difficultés psychologiques qui sont amplifiées quand il s'agit des souffrances, comme je le disais tout à l'heure, ou de la joie ou du plaisir, qui sont amplifiées par notre sensibilité. Tout ce qui est sensoriel est amplifié par notre sensibilité. Tout ce qui est émotionnel, les émotions, les sentiments sont, tout ce qui est affectif, les émotions, les sentiments sont amplifiés par notre sensibilité. Nos intuitions aussi, notre imagination, notre créativité, notre empathie. Tout ça est amplifié. Mais c'est pas parce que c'est amplifié que ça crée des problèmes psychiques particuliers. Si je sens que je suis dépendant dans mes relations, ça ne vient pas de ma haute sensibilité. Si je sens que je suis plutôt fuyant dans mes relations, ça ne vient pas de ma haute sensibilité. Si je sens que je suis colérique, même si mes colères sont plus fortes parce que je suis hautement sensible, le fait de ne pas supporter la frustration, par exemple, ne vient pas de ma haute sensibilité. Toutes mes difficultés psychologiques et relationnelles viennent de mon histoire et viennent de ma personne, de toutes les façons que j'ai eues de me construire petit à petit, et de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte. Et ça peut mériter une thérapie ou un coaching pour pouvoir changer ces fonctionnements psychiques. Et en même temps, cette thérapie ou ce coaching vont m'aider aussi à mieux comprendre, mieux me connaître, mieux comprendre ma sensibilité et mieux me connaître moi en tant que personne hautement sensible. Voilà, encore une fois, c'est bien différent. Alors, si pour vous, la haute sensibilité est encore une énigme ou difficile à vivre, il vaut mieux choisir un coach ou un thérapeute qui connaît bien la haute sensibilité. Dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions, pour l'instant il n'y en a qu'une seule. Vous allez sur le site de l'Observatoire de la sensibilité, vous cherchez l'annuaire des thérapeutes ou des coachs formés à la haute sensibilité, et là vous trouverez toute une liste en francophonie de personnes qui sont capables de vous recevoir en tant que psychologue, psychothérapeute ou coach, mais connaissant bien la haute sensibilité, parce que c'est important aussi. Oui, parce qu'en plus, voilà, en- quand on a des professionnels qui ne connaissent pas la haute sensibilité, des fois, ils ont des a priori et ils ne connaissent pas tout. Et des fois, ça emmène sur un autre chemin ou ça emmène dans des... Parce qu'en fait, je repense à une personne qui m'a dit qu'elle avait été diagnostiquée
bon, voilà, déjà, c'était pas le bon terme, et qu'il fallait qu'elle aille se faire soigner. Et voilà, ça, moi, voilà, parce que là, ce que tu me dis, ça me résonne vraiment. Et c'était une psychologue voilà, enfin, ça m'a un peu choquée, surtout venant d'une psychologue. Mais bon, voilà, elle n'était pas formée, elle n'y connaissait rien. Et ça a mal orienté la personne. Et la personne était catastrophée. Voilà, pour elle, elle avait une maladie. Donc voilà, j'en ai même des frissons quand je raconte ça parce que je me suis dit waouh, comment on peut orienter des gens comme ça et au final dire à une personne va te faire soigner et au final cette personne pensait qu'elle était malade. Donc oui, voilà, vraiment aller vers des professionnels qui connaissent la haute sensibilité parce que sinon ça peut aller, on peut aller dans un autre chemin et dans un chemin au final qui n'est pas forcément le bon. Est-ce que Pascaline, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas particulièrement. Je pense qu'effectivement, moi aussi, on m'a parfois dit oui. Moi, quand on me dit que je suis sensible, enfin, quand j'en parle en thérapie, et on me dit bah, il faut justement soigner cette sensibilité. Ouais, moi aussi, ça me choque quand j'entends des choses comme ça. Mais voilà. Heureusement que à l'observatoire, on est là justement pour faire un petit peu bouger les lignes et puis faire comprendre que la sensibilité n'est pas une maladie. Et en plus, voilà, lors de la semaine de la sensibilité, c'était ça qui était juste extraordinaire, c'est qu'on a eu beaucoup de commentaires de gens qui ont eu des prises de conscience. Et ça, c'était vraiment juste magique. Vous pouvez aller voir le site internet, oui, le site internet de l'Observatoire et aussi le YouTube de l'Observatoire de la sensibilité où vous avez vraiment beaucoup de vidéos qui ont été tournées lors de cette semaine de la sensibilité et qui répondent mais vraiment à un large panel de sujets et je pense que vous pouvez trouver aussi des réponses à ce que peut-être qu'on n'aura pas répondu ici puisque là on a 6 questions. Donc allez voir aussi cette chaîne YouTube parce elle est vraiment bien complète. Pour la dernière question, donc, je suis maman et je suis hautement sensible, tout comme mes enfants qui sont eux-mêmes hautement sensibles. Donc, j'ai souffert de ma sensibilité qui n'a pas été accueillie lorsque j'étais enfant. Et donc, elle dit, j'ai très peur pour mes enfants. Comment faire pour ne pas projeter mes peurs sur eux? Parce que je me rends compte que j'ai tendance à vouloir éliminer tous les obstacles sur leur chemin. Pascaline, est-ce que tu veux répondre ou Saverio? Alors, moi, je suis maman aussi de 3 enfants qui sont très sensibles. Et tu en as un petit peu parlé, Saverio, au début. C'est vrai que quand on est une maman très sensible, on a tendance à s'inquiéter justement pour ses enfants, c'est normal. Euh, et je me suis rendu compte que moi, effectivement, c'est un petit peu cette tendance que j'avais à vouloir un petit peu balayer devant leur chemin pour éviter qu'ils souffrent, justement. Mais en faisant ça, je les empêche, enfin, je me suis rendu compte que je les empêchais d'accéder eux-mêmes à leurs propres ressources. Et c'est en faisant leurs expériences qu'ils apprennent justement à aller puiser dans leurs propres ressources, à trouver des solutions pour eux-mêmes. Et c'est sûr qu'en tant que parent, c'est toujours inquiétant. On a envie d'avoir le meilleur pour nos enfants, mais en les surprotégeant trop, on les empêche justement de vivre leurs propres expériences. Et je pense que c'est important de, d'être au clair avec soi-même, de savoir où on en est avec sa propre sensibilité. Peut-être que c'est difficile pour nous, enfin, en tant que maman ou en tant que papa, de vivre notre propre sensibilité. Et donc là, c'est peut-être à nous d'aller voir quelqu'un justement pour apprendre à mieux vivre avec cette sensibilité, pour ne pas justement projeter nos peurs, nos inquiétudes sur nos enfants. Et puis je pense que c'est aussi important d'être, comme tu disais, Saverio, très à l'écoute, d'être présent pour eux quand qu'ils sachent qu'ils peuvent se reposer sur nous s'ils en ont vraiment besoin.
mais pas devancer justement tous les problèmes et aller faire toutes les choses à leur place, parce qu'en fait, ça, c'est pas leur rendre service. Et voilà, chacun a ses propres... je trouve pas le mot. Chacun a ses choses, ses propres expériences à vivre. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on fait des erreurs, on n'est pas parfait et c'est normal. Enfin, je pense qu'on apprend à être parent avec nos enfants. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, Saverio. Et, et en fait, voilà, on peut faire des erreurs et c'est humain. Il n'y a pas d'inquiétude et de culpabilité à avoir par rapport à ça. Et voilà, faut pas hésiter à se faire aider si c'est trop dur en tant que parent, si on sent que peut-être on est un petit peu démuni, on est trop submergé. C'est bien de pouvoir aussi déléguer des fois quand on a des jeunes enfants aussi, quand on sent qu'on est trop submergé. Alors moi j'ai des ados, mais c'est vrai qu'ils ont été enfants petits aussi. Quand on sent qu'on a besoin de déléguer, c'est important de pouvoir avoir des personnes sur qui on peut compter pour avoir du relais quand il y a besoin. Et puis voilà, je pense que c'est important aussi que eux ils sentent qu'ils sont compris, qu'ils sont valorisés dans leur sensibilité, qu'à la maison on puisse en parler sans problème, qu'il y ait un espace où ils peuvent exprimer justement leur sensibilité, parce que des fois à l'école, c'est pas forcément évident, avec les copains non plus, donc surtout quand ils sont adolescents, c'est pas toujours évident. Donc voilà, moi ce que je peux dire un petit peu de mon expérience de maman sensible. Je sais pas si vous voulez ajouter autre chose. Alors, Christine, si tu alors, veux. moi, je suis pas maman du tout. Euh, mais de tout ce que j'ai vu, de ce que des personnes que j'ai suivies, euh, déjà, ça revient toujours à ça, c'est en fait se connaître, connaître en fait d'où viennent la peur de cette maman qui nous a posé cette question et bien de différencier en fait, est-ce que c'est vraiment lorsque il y a une situation, est-ce que c'est une projection de sa propre peur à elle, ou est-ce que cette peur correspond à la réalité en fait de l'enfant? Par exemple, si c'est j'ai peur parce qu'il va se brûler, oui, là il faut agir, mais est-ce que c'est parce que j'ai peur parce que moi ça m'est arrivé dans l'enfance? Là, c'est une projection. Donc, essayer en fait de voir où est-ce que c'est sa propre peur qui est en train d'agir ou si elle correspond à la réalité en fait de l'enfant parce que la peur de cette maman, c'est une peur qui appartient au passé, sauf que l'enfant, il vit là, maintenant, au présent. Donc vraiment, essayer de faire cette distinction entre est-ce que c'est ma peur, de toujours se poser la situation, est-ce que euh, cette peur m'appartient à moi ou est-ce qu'elle est utile à la réalité de mon enfant aujourd'hui? Donc, et puis peut-être faire aussi confiance à l'enfant. Alors, pas quand ils sont petits, mais quand ils sont un petit peu plus grands, de pouvoir faire confiance à l'enfant. Donc, ça fait rire. Si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je pense à deux choses. La première, c'est Hélène Aron encore qui dit que même si je suis ultra sensible et que mes enfants sont ultra sensibles, enfin elle dit hautement sensible à l'américaine, même si je suis hautement sensible et que mes enfants sont hautement sensibles, mes enfants ne sont pas comme moi. Mm. C'est-à-dire que le parent ultra sensible a tendance à croire que ses enfants ultra sensibles sont des clones, qui sont exactement comme lui, et ça ne fonctionne pas. Nos enfants sont de toute façon différents, même si nous partageons la haute sensibilité. Nous avons ce point commun, mais ils ont leur personnalité. Chacun de nos enfants a sa propre personnalité. Et c'est pour ça que chaque fois quand on se met à l'écoute de l'enfant, on ne croit pas savoir à l'avance par rapport à ce que vit l'enfant. Et ça me fait penser à cette deuxième chose qui vient des accords Toltec. Mm. Ne fais pas de suppositions, pose des questions. Eh bien, avec nos Mm. enfants, c'est royal, c'est magique. Qu'est-ce qui te fait mal? De quoi as-tu peur? D'où vient ta tristesse? Enfin, peu importe la question qu'on pose, mais posez des questions pour que l'enfant, même tout petit, hein. Moi, je suis psychanalyste pour enfants et j'ai été formé par des gens, dont des personnes qui ont appris la psychanalyse avec Françoise Dolto. J'ai reçu des nourrissons qui avaient quelques jours.
Et quand on parle à un nourrisson qui a quelques jours, il vous écoute avec des grands yeux et il a sa façon de vous répondre quand ce que vous lui dites est juste, dans son regard, dans son gazouillis, dans la détente, dans certaines expressions du visage ou des mouvements des pieds et des mains, des jambes et des bras, vous avez des réponses du nourrisson. Donc ça, c'est un exemple extrême, hein, mais c'est pour dire qu'avec nos enfants, très tôt, ils vont vous donner des indices pour vous répondre, que ce soit à partir d'expressions physiques, puis de plus en plus avec des mots, puisque à partir d'un an, l'enfant commence à utiliser des mots, à peu près un an, commence à utiliser des mots, puis des bouts de phrases, puis des phrases, etc. Donc c'est très facile, en fait, de demander à l'enfant ce qui ne va pas ou ce qui va bien, de lui poser des questions pour qu'il réponde. Et je crois que ça nous met vraiment dans une position de détente, parce que puisque je n'ai pas besoin de savoir à la place de mon enfant, je vais à chaque fois lui demander, à elle ou à lui, je vais lui demander ce qui se passe pour elle ou pour lui. Et ça me semble vraiment très important et ça aide beaucoup. En plus, il y a des différences de génération. De toute façon, quand j'étais enfant et adolescent, c'était il y a 10, 20, 30 ans, suivant l'âge de nos enfants et suivant l'âge qu'on a aussi. Et ça n'est plus pareil aujourd'hui. Nos enfants, ils sont là aussi pour nous apprendre ce que c'est que d'être enfant aujourd'hui. Donc je pense que vraiment la meilleure posture que nous puissions avoir en tant que parents, c'est celle de l'observation, de l'écoute, de la curiosité, du bon côté de la curiosité. Il ne s'agit pas d'être intrusif, hein, mais de poser les questions pour comprendre. Pascaline, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense qu'effectivement, c'est juste tout ça. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de nos enfants en tant que parents. Moi, j'ai même appris quelque chose qu'on pouvait faire de la psychanalyse pour les petits. Donc, waouh, ça je ne savais pas du tout. Donc là, j'ai appris quelque chose. J'avais aussi les yeux très grands ouverts quand tu en as parlé. Donc, on a répondu aux questions que vous nous avez posées. Déjà, on vous remercie, je parle pour vous tous les trois, d'avoir posé vos questions parce que ça va aiguiller et bien d'autres personnes qui vont écouter cette vidéo et ça va peut-être faire un petit tilt et se dire, ah oui. Donc, je pense on a beaucoup dit dans les différentes réponses, vraiment de mieux se connaître, de comprendre sa sensibilité. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je vais vous laisser, Pascaline et Savé, si vous voulez faire le mot de la fin. Non, moi, j'étais ravie de participer à cette vidéo avec vous trois. Et puis, c'est vrai que c'est toujours important de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit en tant que grand sensible. Et puis, justement, à l'Observatoire, on a beaucoup de ressources aussi pour mieux comprendre et mieux connaître la sensibilité. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site internet, par exemple. Il y a une page où il y a de nombreuses ressources avec des podcasts, des livres, etc., qui parlent de la haute sensibilité. Il y a aussi quelques articles de blog et tout plein d'explications sur la haute sensibilité. Et puis effectivement, si on a besoin d'être accompagné, tu le disais, Saverio, il y a l'annuaire avec tous les professionnels qui ont été formés par l'Observatoire. Et puis sur la chaîne YouTube, comme tu le disais, Christine, on retrouve les vidéos de la semaine de la sensibilité de cette année, mais également des années précédentes. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources pour déjà faire un premier pas pour mieux comprendre ce qu'est vraiment la haute sensibilité et comment on peut mieux la vivre. Donc voilà ce que j'avais envie de partager en plus. Merci à chacune de vous, merci à vous qui nous écoutez, merci pour vos questions. Continuons à rester en lien sur YouTube, les réseaux sociaux, via nos sites, et notamment le site de l'Observatoire de la sensibilité. Continuons ensemble à œuvrer pour faire reconnaître la haute sensibilité comme un tempérament, et non pas comme une maladie, vraiment comme un tempérament, comme une façon particulière d'être au monde, comme l'a dit Pascaline tout à l'heure.
à valoriser cette sensibilité, qu'elle soit élevée ou pas, peu importe. Valorisons toutes les formes de sensibilité dès la naissance, hein, dès l'arrivée sur Terre de nos enfants et des enfants des autres. Et faisons en sorte de bien vivre cette sensibilité partout, en famille, à l'école, au travail, dans les loisirs, en vacances, partout où nous sommes. Essayons d'expliquer ce que c'est que d'être sensible, voire très sensible, pour que nous vivions tous et toutes ensemble de mieux en mieux nos sensibilités. Et comme nous le croyons à l'Observatoire, cette farandole des personnes très sensibles est en train de créer un monde meilleur, un monde nouveau, un monde de paix, un monde de solidarité, de coopération, de convivialité. Alors vivons nos sensibilités dans la joie et la bonne humeur. Merci. Merci, Merci. Franchement, oui. Merci déjà d'avoir fait aussi cette vidéo à tous les trois. Je me remercie aussi. Oui, c'est vrai que plus on parle de sensibilité et plus ce monde sera sensible. Et ça, je pense que c'est notre vocation à l'Observatoire, en fait. C'est ça, hein. C'est plus on en parlera, plus le monde sera sensible et prendra conscience de cette sensibilité. Donc, je vous remercie. En plus, je vois que j'ai oublié de mettre la lumière, donc je commence à être un petit peu floue. Donc, ça va être la fin de cette vidéo. Il est temps qu'on arrête. C'est ça, parce que là, j'ai oublié de mettre la lumière et voilà. Donc, merci et merci pour votre écoute et à bientôt. Merci, merci. Et merci de votre écoute. Je voulais aussi revenir sur une intervention de ma part où j'ai parlé d'une personne qui avait été voir une psychologue qui lui avait dit de se faire soigner. Alors, j'ai pas précisé dans la vidéo, c'est de se faire soigner, en fait, par un psychiatre et avec un traitement médicamenteux. Alors, la haute sensibilité, comme on l'a dit, n'est pas une maladie. Déjà, elle n'a pas besoin de traitement médicamenteux. Une personne hautement sensible peut être hautement sensible et faire une dépression. Et là, oui, peut-être, il y a besoin d'un suivi plus poussé et peut-être un suivi médicamenteux. Mais ce n'est pas la haute sensibilité qui a besoin de ce traitement médicamenteux, mais ce sera plutôt la dépression. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Et cette psychologue a aussi diagnostiqué, donc c'est un terme qu'on n'utilise pas pour la haute sensibilité, a diagnostiqué cette personne de hautement sensible juste par rapport à ses dires. Et non, on diagnostique pas comme ça quelqu'un de hautement sensible juste parce qu'il a une intensité émotionnelle. Il y a autre chose dans la haute sensibilité. Et pour définir une personne de hautement sensible, vraiment, il y a des bilans complets et je vous mettrai aussi dans la description si vous voulez un bilan avec moi de votre haute sensibilité. Je vous mettrai le lien aussi. Donc, je vous remercie encore de votre écoute et prenez soin de vous et à bientôt. Bisous!